Bienvenue dans le Lab du Bien-être, le podcast qui décrypte les mécanismes du corps et de la longévité. Je suis Sarah, naturopathe, et dans ce podcast, nous explorons les piliers de l'équilibre du corps. Alimentation, microbiote, hormones, métabolisme, santé mentale, avec des experts en santé naturelle, des médecins et différents spécialistes. Et maintenant, place à notre expert du jour. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Clément Thomas, qui est fondateur de la marque de compléments alimentaires Harmonie Nutri et qui est spécialisé en métabolisme et système hormonal. Salut. Merci pour ton accueil. Merci à toi d'intervenir aujourd'hui. Je te laisse te présenter rapidement et puis ensuite on abordera notamment les thématiques d'inflammation, du blocage de la perte de poids, des hormones, etc. Alors moi je suis donc Clem. Je suis donc du coup ancien sportif de haut niveau, fondateur de l'entreprise Harmonie Nutri, et je suis diplômé en sciences et nutrition à l'université de Stanford, et j'ai cette spécialité sur le système hormonal et sur le métabolisme de manière générale. J'aimerais qu'on aborde aujourd'hui la thématique de l'inflammation chronique du corps et du lien que ça peut avoir sur la santé des femmes, sur le poids, sur leur métabolisme, sur leur équilibre hormonal. C'est très important. Moi, je suis naturopathe depuis 5 ans. J'ai décidé d'opérer cette reconversion professionnelle suite à mon parcours qui a été tout un tas de pathologies, endométriose, adénomiose, intestin irritable et surtout blocage dans la perte de poids. J'ai été confrontée à une errance médicale de quasiment 7 ans où les médecins n'arrivaient pas à poser de diagnostic sur ce que j'avais. Et je me suis rendu compte d'une chose fondamentale et qui est vraiment un véritable problème aujourd'hui dont on ne parle pas assez, c'est que les femmes ne sont pas en mesure aujourd'hui de faire le lien, de comprendre pourquoi, malgré une hygiène de vie quasiment irréprochable, pourquoi la pratique d'une activité physique, d'une alimentation hyper saine, pourquoi on reste confronté à des problématiques de blocage dans la perte de poids, donc de résistance, ou alors, voire même, on est confronté à une prise de poids de manière très rapide. Et ça a été mon cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sujet-là ? Donc je pense que dans tous les cas, aujourd'hui, et je félicite ton parcours, c'est que je pense qu'il faut des personnes qui vivent un événement traumatisant pour ensuite intégrer en fait cet écosystème. Il est important de comprendre que en fait, il y a une influence du système hormonal qui est inévitable, mais il y a aussi ce facteur inflammatoire. C'est-à-dire qu'il va y avoir une installation en fait du facteur inflammatoire qui va se mettre au quotidien, mais qu'on ne voit pas forcément parce que problématique de stress oxydatif suite à ton environnement, la pollution et ainsi de suite. Et en fait, tout ça s'installe. Et à un moment donné, avec une fluctuation hormonale qui plus est lorsque tu rentres dans la période périménopause, ménopause, en fait, ce changement hormonal fait que tout se déclenche. Mais c'est souvent en fait un effet en fait de cause à effet. Mais ça s'est installé il y a bien longtemps. Il n'y avait pas de prise de conscience parce que c'est bien souvent asymptomatique. Et à un moment donné vient le moment où la personne a un blocage dans sa perte de poids, son corps ne répond plus de la même manière. Ouais. C'est rarement en fait du jour au lendemain que ça arrive. Est-ce qu'on peut justement, vu qu'on entend beaucoup cette notion d'inflammation, je pense que c'est quand même hyper important de rappeler que l'inflammation, c'est un process naturel et vital du corps. Est-ce que tu peux nous expliquer à partir de quel moment cette inflammation va devenir néfaste pour le corps et qu'elle n'est plus nécessaire ? En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'inflammation est quelque chose de normal, c'est un processus totalement naturel. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'hormèse. En naturo, je pense que vous le voyez assez souvent. C'est-à-dire que l'inflammation ponctuelle est quelque chose de bénéfique, puisque c'est ce qui permet d'apporter ce fameux mécanisme de l'hormèse, qui permet l'adaptation. Et en fait, l'homme s'est construit sur l'adaptation. C'est-à-dire que l'homme préhistorique jusqu'à l'homme de nos jours, en fait, a évolué par le facteur inflammatoire, c'est donc le fameux mécanisme hormétique qui fait qu'aujourd'hui, par ce stress ponctuel, il a dû s'adapter. Et c'est donc en fait l'inflammation est un mécanisme d'adaptation. Donc à partir du moment où en fait tu respectes en fait un dosage physiologique de stress, c'est-à-dire point trop d'infos, en fait ton organisme va s'adapter favorablement. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société où en fait le facteur inflammatoire est chronique. Et c'est là où ça pose problème. Et c'est ça qu'il faut vraiment bien distinguer, c'est-à-dire que, moi souvent je le dis, c'est-à-dire de faire un effort sportif intense pendant une période donnée, c'est un stress ponctuel. À partir du moment où tu es en surentraînement, on est dans un stress chronique. Et à partir du moment où tu bascules dans le stress chronique, en fait tu as un facteur inflammatoire qui est omniprésent. Et à partir du moment où tu as un facteur inflammatoire omniprésent et chronique, dans ce cas-là, justement, ce facteur inflammatoire devient délétère. Et en quelque sorte, on pourrait dire presque satellitaire vivant, quoi. À partir du moment où on comprend finalement cette différence, cette importance entre l'inflammation
utile, qui est nécessaire, qui est vitale pour le corps, et l'inflammation chronique qui, elle, est persistante et qui va être, elle, néfaste pour tout l'organisme. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu en quel sens cette inflammation chronique vient dérégler les hormones et peut, en même temps, et du coup, logiquement, bloquer la perte de poids d'une femme? Cette question, elle est pertinente parce que lorsqu'on prend certaines pathologies inflammatoires, par exemple, je pense à l'endométriose, adénomiose, et même le SOPK, finalement. Tout à fait. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un lien ténu, il y a une relation ténue entre, d'un côté, le facteur inflammatoire et le système hormonal. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'inflammation, si on prend dans le cadre de l'endométriose, on sait qu'il y a une influence directe entre le facteur inflammatoire et immunitaire. De toute façon, dans tous les cas, il y a un lien entre les deux aussi. En fait, ça booste les oestrogènes. Mais simplement un excès d'oestrogène crée une réaction inflammatoire. Et donc, en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et toute la difficulté, c'est justement de se dire que à partir de quand mon inflammation est bénéfique, à partir de quand elle est maléfique, mais il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où l'inflammation est chronique, en fait, ça va avoir une influence sur le système hormonal. Exemple type avec l'endométriose ou l'adénomiose, bien qu'il y en ait un qui est externe et l'autre interne, et que les mécanismes sont un peu différents, mais il y a toujours quand même une inflammation, un facteur inflammatoire à l'intérieur. Le SOPK, c'est exactement le même phénomène. On voit que dans le cas du SOPK, on a des problématiques de résistance à l'insuline. Mais souvent, la résistance à l'insuline, il ne faut pas oublier, c'est que c'est un facteur aussi inflammatoire. C'est-à-dire que les gens vont penser tout de suite à la perte de poids, mais on le sait que l'excès d'insuline pose des problématiques inflammatoires in fine. D'ailleurs, on sait que les personnes ont bien souvent des problématiques articulaires, d'inflammation chronique et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a un lien à la fois de l'inflammation au système hormonal, mais aussi d'un excès de certaines hormones, telles que les oestrogènes, et l'inflammation. Je pourrais donner un autre cas concret, c'est la cellulite. Cellulite, c'est en fait de la cellule inflammée. Et donc, en fait, ici, tu as exactement la même chose, c'est-à-dire que l'excès d'œstrogène qui va créer de la rétention d'eau va aussi créer en fait une réaction inflammatoire. Donc, vraiment, on prend du recul et on analyse ça, c'est qu'on voit qu'il y a une relation intime entre le système hormonal et l'inflammation, mais à l'inverse, un terrain inflammatoire va aussi avoir une influence sur le système hormonal. Justement, tu évoquais le cas de l'endométriose, de l'adénomiose. Si on prend l'exemple de l'endométriose, est-ce que selon toi, il y a des éléments qu'on peut prendre en compte dans le cadre de cette pathologie? Bien souvent, on parle de l'endométriose souvent sur le facteur excès d'insuline aussi, parce qu'en fait, on sait très bien que dans le cas de l'endométriose, il y a aussi ce facteur, on va dire, gestion de l'insuline et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier que la principale problématique dans le cas de l'endométriose, c'est surtout le système immunitaire. C'est-à-dire qu'ici, bien souvent, il y a une question de terrain. Il y a l'épigénétique, donc le facteur environnemental. Il y a la génétique, parce qu'on sait très bien que des personnes qui ont eu une parenté à un moment donné avec justement ces problématiques d'endométriose et ainsi de suite, ont aussi des chances de pouvoir potentiellement influencer, in fine, en fait, notre descendance. Il y a des études qui sont assez solides sur le sujet. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est le système immunitaire. Ici, il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'endométriose, quand je dis il y a ce terrain inflammatoire, certes, mais surtout à la base, il y a aussi cette relation entre d'un côté ce qu'on appelle les cellules tueuses, et en fait qui fait qu'aujourd'hui on appelle ça, tu sais, il y avait les fameux 90% qui disaient que les règles en fait ne s'évacuaient pas de manière normale et ainsi de suite. En fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est que quand tu regardes vraiment les études, en fait ils mettent vraiment en avant le fait que oui, certes, il y a cette problématique d'écoulement, de retraitement un petit peu des déchets, si on devait caricaturer. Et en fait, c'est une problématique immunitaire à la base. C'est-à-dire qu'on n'a plus suffisamment de cellules tueuses pour pouvoir justement booster certains récepteurs, notamment la progestérone, et qui permet en quelque sorte en fait, d'évacuer ces fameuses toxines, qui créent in fine une inflammation. Mais bien souvent, c'est une question d'immunité. Donc c'est intéressant ici et important d'avoir une bonne immunité, d'avoir un bon système immunitaire, sans rentrer dans les détails avec les voies TH1, TH2, TH17 potentiellement. Même certains la qualifient en quelque sorte presque dans son écosystème de maladie auto-immune, même si elle n'est pas répertoriée comme. En fait, aujourd'hui, on voit que cette problématique immunitaire, on pourrait la retrouver dans certaines maladies auto-immunes. Il y a un sujet qui, je pense, est fondamental et je pense qu'on a la même vision sur ça, c'est que moi, en consultation, je me rends compte que les consultantes ont quand même parfois des attentes irréelles, en ce sens qu'elles pensent qu'on peut leur donner des compléments et que ça va être tout de suite quelque chose de magique qui vont forcément diminuer l'inflammation et régler toutes leurs problématiques, à la fois inflammatoires ou de prise de poids ou de blocage dans la perte de poids. Donc, ce qu'il faut déjà rappeler, ce qui est essentiel, c'est qu'il y a des piliers fondamentaux à mettre en place pour aider le corps à retrouver sa capacité d'auto-guérison. Ça passe par l'alimentation, par la gestion du stress, par un sommeil de qualité, par un mouvement physique adapté.
non pas un surentraînement. Donc ça, c'est, je pense, adapté, il faut vraiment le dire, il faut vraiment le préciser. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton avis et ton ressenti sur cette tendance à penser que le fait de prendre des compléments alimentaires, ça va tout de suite, de manière un peu magique, venir pallier toutes les problématiques? En ce qui concerne vraiment la prise du complément alimentaire, comme je te disais tout à l'heure, ce qui est fondamental à mon sens, c'est de travailler, comme tu le disais si bien, la nutrition. Mais la nutrition, ça ne veut pas dire appliquer les grands principes, 50% de légumes et le reste, on voit ce que ça donne. Il faut impérativement que ce soit adapté au terrain de la personne. Exactement. Et ça, c'est le plus important, en fait, dans la prise en charge d'une personne. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de diètes émerger qui sont sectaires, qu'on se le dise. Hein, c'est des gourous de la nutrition, ce que j'appelle, entre le keto, le carnivore, même le véganisme, en quelque sorte. On a beau dire ce qu'on veut, c'est un régime qui est éthique, mais non physiologique. Et en fait, je pense qu'il faut reprendre... Moi, j'ai toujours dit, prenez ce qui marche. Quand tu regardes les zones bleues, là où il y a le plus de centenaires, il n'y en a aucun qui est carnivore, il n'y en a aucun qui est vegan, il n'y en a aucun qui est keto. Ils mangent local, brut, de saison, en quantité adaptée. Et moi, souvent, ce que je dis aux clientes, c'est concentrez-vous sur ça, optimisez ce facteur-là, et intégrer intelligemment ensuite vos compléments alimentaires. Mais c'est pas l'inverse. Et ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, enfin ce que les personnes doivent comprendre, c'est qu'un complément alimentaire, un complément alimentaire magique n'existe pas. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête. Par contre, de dire qu'un complément alimentaire n'a pas de sens, ça dépend en fait de comment il est intégré. Et je pourrais même prendre des contre-exemples. Nous, on travaille beaucoup avec le corps médical. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu les Allemands, quand tu regardes un petit peu d'autres, nos homologues étrangers, les médecins prescrivent des compléments alimentaires. Par contre, ce sont des compléments alimentaires de qualité et qui ont un sens physiologique. Et nous, par exemple, lorsqu'on a conceptualisé nos produits, on a pris en compte toute la physiologie, notamment le système hormonal, la conversion des hormones thyroïdiennes et tout ça, mais ça suppose en amont que je m'intéresse et que je maîtrise le sujet. Et l'autre point qui est intéressant, c'est de se dire aussi que tous les médicaments, plus ou moins, qui sont proposés à nos clientes, je connais aussi les tenants et les aboutissants. Je te donne un exemple concret. Si une personne prend du lévothyrox, qui est de la T4, si je ne fournis pas tous les cofacteurs thyroïdiens pour avoir la conversion en T3, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc en fait, tu vois, l'idée, c'est d'apporter de l'éducation, qui à mon sens devrait être enseignée à l'école, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais je pense qu'il est important d'éduquer les gens, en tout cas leur proposer de l'éducation nutritionnelle, pour qu'ils soient indépendants et qu'ils comprennent l'écosystème, pour ensuite faire des bons choix sur les compléments alimentaires, toujours en ayant cette en ligne de mire que le fait que le complément alimentaire magique n'existe pas et qui doit s'introduire dans une logique physiologique. Si on devait conclure un petit peu sur notre causerie, ce que j'appelle, plus que notre podcast, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, l'inflammation est aussi en quelque sorte générée par ce que j'appelle en fait une déficience dans l'alimentation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on évoquait le fait que les gens ne mangeaient pas nécessairement bien, mais aussi en quantité. Et pas adapté, si je puis me permettre. Ouais. Parce qu'il y a certains on va dire, programmes alimentaires ou modes d'alimentation qui vont être adaptés dans certains cas et pas dans d'autres. Je te prends l'exemple typique d'une personne qui a un intestin inflammé. Tous les légumes ne vont pas lui convenir. Et pourtant, c'est des choses qui sont hyper saines. On a le sentiment que dans le cadre d'une perte de poids, on peut en manger de manière illimitée. Mais tu vois, le cas des antinutriments, des lectines, des oxalates, etc. Donc, un même programme alimentaire, un même mode d'alimentation et tout ce que tu vois émerger ne va pas forcément être adapté à tout le monde. Et donc ça, il faut vraiment, je pense, appuyer là-dessus, sur le fait que l'alimentation anti-inflammatoire doit vraiment être adaptée en fonction du terrain de la personne. Et alors moi, je pourrais même balancer un truc, c'est que l'alimentation anti-inflammatoire, pour moi, elle n'existe pas nécessairement. Alors, il n'y a pas de définition universelle. Ouais, mais moi, je la regroupe dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire manger local, de saison, brut, bio, tu vois, et ensuite adapter les grandes lignes, à savoir en termes de protéines, de lipides, d'oméga 3, etc., l'adapter au terrain de la personne. J'aime beaucoup cette vision, puisque, en fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font l'apologie de l'alimentation anti-inflammatoire, mais qui ne la maîtrisent pas. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ta vision, c'est le fait que tu adaptes l'aliment par rapport à la personne et à son terrain biologique. Moi, ce qui me fait doucement rire, c'est quand j'entends des pimpins sur les réseaux qui font l'apologie de l'alimentation anti-inflammatoire, mais par exemple, qui ne vont pas prendre en considération que l'avocat peut être anti-inflammatoire pour une personne, mais qui peut être inflammatoire pour une personne qui est intolérante à l'histamine. Ou les œufs, par exemple. Ouais, exactement. Tu vois, on te dit démarre le matin avec tes œufs, et en fait, il y en a énormément qui se disent en fait, je vais démarrer, c'est des protéines, c'est du bon gras, je vais l'assimiler, etc.
Et tu te rends compte, moi je me suis beaucoup rendu compte en consultation et notamment c'était mon propre cas, que le fait de manger par exemple la même chose tous les jours peut potentiellement développer des sensibilités. Bien sûr. Pour ne pas aller jusqu'à intolérance, peut développer des sensibilités chez toi qui va fragiliser ta barrière intestinale et qui va enchaîner tout ce process d'inflammation chronique finalement, tu vois. Donc un aliment qui en soi est super sain et tu as le sentiment de bien faire parce que tu le vois partout sur les réseaux sociaux, et ben en fait ça peut t'amener doucement à créer ce système d'inflammation chronique au sein de ton propre corps alors même que tu mangeais bien. Non, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi sur ta vision de l'alimentation anti-inflammatoire qui doit être personnalisée, à défaut de quoi en fait elle n'existe pas. En tout cas elle n'est pas universelle comme tu disais. Et même comme tu l'évoquais si bien, après il y a un autre élément qui agit dans le facteur inflammatoire, c'est la quantité. Aujourd'hui, quand tu analyses factuellement en fait l'assiette d'une personne, on se rend compte que beaucoup de personnes en fait font un jeûne intermittent. Ensuite, ils mangent une salade à midi, un potage le soir, en pensant bien faire parce qu'on leur expliquait que le jeûne était bon pour la santé et que ça pouvait potentiellement tuer les cellules en fait zombies ou cancéreuses. Oui, tout ce process d'autophagie, etc. Exactement. On se dit que... Sauf que le gros problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un déficit calorique trop important est un facteur inflammatoire parce que tu vas avoir un excès de cortisol. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu fais des analyses un peu poussées, comme par exemple l'analyse du cortisol, et ainsi de suite, mais vraiment de manière bien dosée, sur urine de 24 heures, et ainsi de suite, tu te rends compte de quoi? C'est qu'en fait, les gens sont en fait le cortisol au plafond en permanence, et à la fin, ils ont du mal à sécréter du cortisol, d'où cette fatigue matinale, et ainsi de suite. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le cortisol, ce n'est pas qu'une hormone de stress, c'est aussi une hormone qui est anti-inflammatoire. Qui est indispensable, qui est vitale en fait. Ouais. On l'a diabolisé en pensant au cortisol, que c'était hyper néfaste, tout comme l'inflammation. Exactement. En fait, c'est nécessaire, c'est vital. Jusqu'à quel stade? Exactement. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de te dire que finalement, tu as la qualité de l'aliment. Moi, souvent, ce que je dis, c'est toujours un rapport de qualité-quantité. Et en fait, les gens pensent bien faire en disant oui, le jeûne, c'est bon, et ainsi de suite, si bien qu'aujourd'hui, ils ne mangent pas suffisamment. Ça dépend pour qui. Il y a des gens pour qui ça va être nécessaire. Moi, ça a été le cas, tu vois, mais sur une courte période. Mais parce que tu savais le pratiquer. C'est-à-dire que le jeûne intermittent, moi, souvent, ce que je dis, c'est que quand tu veux bien pratiquer le jeûne intermittent, ça suppose de reporter les calories que tu as fait sauter sur le matin sur le reste de la journée. Et souvent, tu as des personnes qui sont en déficit calorique qui est ultra agressif. Extrême. Et moi, je le vois dans la perte de poids. C'est-à-dire que tu as des personnes qui sont même pas 1000 calories jour. Même si je n'aime pas nécessairement cette notion de calories, ça reste quand même un élément mathématique qui permet de déterminer en fait la composition. Qu'on arrive à doser. Enfin oui, c'est quand même important de regarder cette donnée-là. Et ça, c'est ce qui est assez intéressant quand tu regardes ça factuellement, c'est de te dire que finalement, les gens vont créer de l'inflammation parce qu'ils ne mangent pas suffisamment. Et souvent, ce que je dis, c'est que la santé réside déjà dans l'assiette. Et souvent, même d'un ton assez provocateur, parce que je m'adresse plus souvent à des femmes qu'à des hommes, je leur dis, mesdames, ça fait 20 ans que vous ne mangez rien. Vous n'avez toujours pas les résultats. C'est peut-être finalement que la solution n'est pas là. Et en fait, souvent, d'un ton provocateur, je leur dis, commencez déjà par remplir l'assiette parce qu'on ne part pas à la guerre le ventre vide, quoi. Et est-ce que toi ou est-ce que des membres de ta famille laisseraient un enfant partir à l'école le ventre vide? Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on s'applique des principes qu'on n'appliquerait pas aux autres. Et souvent, je pense que l'erreur a été de penser que la perte de poids était une question d'obésité, avec un slogan à la con qui est de bouger plus, manger moins, et que, à mon sens, c'est manger mieux et bouger plus. C'est vraiment une question de qualité nutritionnelle, en fait. De densité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, et pour avoir discuté même avec Marion Kaplan sur le sujet, pourquoi il y a aussi aujourd'hui l'apologie du régime keto? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une sédentarité, et qu'en fait, finalement, presque le problème en amont n'est pas nécessairement la question du glucide, que tout le monde aujourd'hui vise comme l'ennemi numéro 1 à battre. C'est la question de la dépense, finalement. Exactement. Il y a une question de dépense qui doit être intégrée, il y a une question d'écosystème, il y a une question de stress, et ainsi de suite. Et moi, aujourd'hui, je fais perdre du poids à des personnes en les passant à plus de 2000 calories jour. Là, il y a une prochaine influenceuse qui parlera de ça sur les réseaux prochainement. Et elle est étonnée du nombre de calories que je lui propose. Et elle me dit, mais en fait, j'ai jamais compris pourquoi tu arrivais à me faire maigrir en me faisant manger plus. Et je dis, tout simplement parce qu'on optimise ton système hormonal. Et que le système hormonal, ce sont simplement des réactions chimiques, des messagers chimiques, et qu'à partir du moment où tu n'as pas de fuel, qui est l'énergie qui repose sur l'ATP, l'adénosine triphosphate, donc l'énergie cellulaire, elle a besoin de ta cellule. Ta mitochondrie a besoin de glucose, a besoin de certains micronutriments, et à partir du moment où tu ne les apportes pas, ça ne marche pas. Et la dépression, c'est aussi cet élément-là. On sait très bien qu'il y a un lien ténu entre, d'un côté, la dépression et des déficits ou des problématiques d'ATP, donc d'adénosine triphosphate, donc d'énergie cellulaire. Et aujourd'hui, il y a une grosse tendance sur la créatine, par exemple, tu vois, qui est la nouvelle trend chez les femmes. Tout à fait. Et souvent, je leur dis, mesdames, vous faites pas les choses de la bonne manière. Pourquoi? Parce que la créatine recycle l'énergie.
Mais de quelle énergie on parle? De l'énergie cellulaire. Mais l'énergie cellulaire, c'est la mitochondrie. Mais si en amont, tu n'apportes pas suffisamment de carburant, pas suffisamment de bons de lipides, de glucides, de protes, mais aussi de micronutriments, en fait, ta créatine, elle ne servira à rien parce qu'elle ne fait que recycler l'énergie et non pas la créer. Et donc, en fait, encore une fois, ici, les gens pensent bien faire en prenant certains compléments parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux. Mais en fait, il faut prendre du recul et encore une fois, partir sur des principes de base que sont la nutrition, le mouvement et une complémentation intelligente et pas de voir le dernier truc à la mode, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode du Lab du Bien-être. Chaque épisode est une invitation à mieux comprendre le fonctionnement du corps, ses équilibres et les facteurs qui influencent notre bien-être au quotidien. Parce que mieux comprendre son corps, c'est déjà commencer à en prendre soin. Merci d'avoir été avec nous dans le Lab du Bien-être et à très bientôt pour un nouvel épisode.